Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui, chose promise, chose due. Nous allons parler de Time Cop. Et de Time Cop, bonjour à tous. Vous l'avez vu passer. Salut Julien Charpentier. Je suis avec mon ami Julien Charpentier. On vous avait promis la dernière fois qu'on allait rééquilibrer les chakras, le yin et le yang, tout ça, etc. etc. Après un Steven, il fallait qu'on parle d'un Van Damme, d'un Jean-Claude. Mais question, pourquoi ce Jean-Claude-là ? C'est vrai, pourquoi ce Jean-Claude-là ? Parce qu'en fait, il fête ses 30 ans, c'est très important pour nous de fêter les 30 ans de Time Cop, quoi. Non, mais ça fait partie de ses anniversaires, c'est Internet, ça, tu vois, ça fait partie de ses anniversaires, ah tiens, alors là, incroyable, Time Cop fête ses 30 ans, tu fais, ok. Tu vois, je pensais pas que c'était un classique absolu, quoi. Ça reste, malgré tout, le plus grand succès de Jean-Claude Van Damme au box-office américain. Oui. Alors ils disent, j'ai lu que c'était le premier film à avoir dépassé les 100 millions de dollars au box-office international, mais il me semble que Universal Soldier l'avait déjà fait. J'ai vu des chiffres, c'est le problème, c'est qu'à cette époque-là, les chiffres du box-office n'étaient pas aussi... Ils étaient aussi importants qu'aujourd'hui pour les exécutifs, mais pas pour les gens. En fait, on allait juste voir des films, pas des produits. Ouais. Et donc, du coup, c'est plus difficile de trouver des chiffres aussi clairs. Et suivant les sources, parfois, Universal Soldier est entre 92 et 98, et parfois, il est à 101, 102. Donc, ça va dépendre de tes sources. C'est pour ça que tu as trouvé cette information. C'est-à-dire que le Bangladesh n'a pas livré les chiffres exacts de l'exploitation du film en salle, et du coup, en fait, on n'est pas au courant encore. Par exemple. Bon, c'est bien. Pourquoi Time Cop aussi ? Parce qu'en fait, voilà, c'est un film qui... alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il existe assez peu, encore une fois, en format physique. Hein. Bah, chez nous, non, alors que on est plutôt généreux en Van Damme. Ouais. Mais c'est toi qui vérifie ça. Moi, j'ai déjà une copie, tu as la même d'ailleurs. Ouais. Et on va la montrer à l'écran. C'est un superbe... double programme. Un double programme super, un double programme vandamien. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, c'est fait notre double programme à nous, puisqu'en fait, nous, on avait fait Bloodsport. Donc, du coup, il fallait qu'on fasse Time Cop. Voilà. Comment dire... Double programme sur un seul Blu-ray, donc autant dire pas la meilleure copie de l'histoire de l'univers. Non. Mais ça va. Et puis d'ailleurs, il n'y a rien du tout dessus. Il n'y a même pas la bande-annonce. Il n'y a que dalle. Je crois que sur Time Cop, par exemple, il n'y a même pas d'autre langue que l'anglais. Voilà. Bon, bah écoute, c'est sous-titré français. Enfin, québécois. Ouais. Le flic du futur. Tiens. Le flic du temps. Le flic du temps, c'est ça, le flic du temps, pardon. Time Cop. Est-ce qu'il est cohérent ? Oui, c'est cohérent, ça tient debout, c'est moi qui dis n'importe quoi. Les gens l'ont vu, Alain Mercier, ils peuvent identifier la boîte s'ils veulent l'acheter. Voilà, je pense que ça existe encore. Hein. Moi, je crois qu'à l'époque, je l'avais acheté 8 euros, je crois. Je n'ai pas fait beaucoup plus. Et puis je me suis dit, c'est formidable, 8 euros, 2 Van Damme et tout. Donc hop. Dont un classique, Bloodsport, et un autre film, dont on va parler aujourd'hui. Mine de rien, c'est un petit classique chez Jean-Claude quand même. C'est une tentative intéressante. C'est moi, je pense que les gens le savent. On a de l'amour pour Steven, on a de l'amour pour Jean-Claude. Et Jean-Claude, Jean-Claude, c'était un gars qui a beaucoup plus essayé, je trouve, que la plupart. Et je trouve qu'il a pas eu de bol, parce que il a vraiment commencé dans les ornières du bis avec des trucs pas possibles comme Black Eagle et Karate Tiger, mais il faut bien commencer. Et puis dès qu'il est arrivé vers Bloodsport, il est parti vers du B plus que du limite Z, et il avait un plan, ce gars. Visiblement, il avait un plan. Il avait un plan qui était première partie de mon plan, je vais chercher des grands cinéastes de Hong Kong, la rétrocession approche, ils vont avoir envie de faire ce genre de cinéma. Deuxième partie de mon plan, je vais élargir le genre de film que je fais, et je te dirais que globalement, au début des années 90, après Double Impact, qui était presque sa plus grosse série B, on va dire, il a commencé à aller chercher de la SF avec Universal Soldier. Il a commencé à aller chercher du drame, ou du polar redneck avec polar sans issue, avec Cavale sans issue. Il a été pour une raison qui m'échappe, été faire Street Fighter, mais il le cachet, hein. Il a vraiment essayé des choses, et dans ces choses qu'il a essayé, il y a eu d'aller chercher un cinéaste qui est très solide, Peter Hyams, et de faire un film de SF, Time Cop, sur une idée de départ qui est fonctionne plutôt pas mal. Oui, parce qu'on ne va pas griller, cet état important d'un épisode de Stéroïdes qui est le pitch. Enfin, importante, il n'y a que toi qui y tiens. Hein, mais J'y tiens parce qu'en fait, il faut que les gens savent de quoi on parle. Ouais, mais tu y tiens, mais tu le fais jamais. Non.
Voilà. Donc, vous êtes là pour ça, les amis. Voilà. Donc, Time Cop, ça se passe donc en 1994, ou enfin, ça commence en 1994. Ouais, attention, il y a des nœuds au cerveau là. Voilà. Où le héros Max, je crois. Ça s'appelle Max ? Max, c'est possible. Jean-Claude. Jean-Rémy. Jean-Michel. Jean-Claude. Jean-Michel, Jean-Rémy, Jean-Claude. Max Walker, exactement. Merci Alain. Donc, est à ce moment-là un agent de sécurité. Et un jour, alors qu'il est paisiblement chez lui, des gens habillés comme n'importe comment. Harry. Il y en a un, c'est le Dark Angel québécois. Voilà, je voulais pas te voler ta formule. C'est tourné, pas québécois, mais canadien. C'est tourné au Canada, donc. Et ça se voit. Ça se voit pas dans le sens où c'est pas bien, c'est genre que c'est tourné à Vancouver et c'est censé figurer à Los Angeles, donc ça se voit clairement que c'est pas... Non, c'est pas Washington ? Ah si, oui, c'est Washington, ouais. Mais c'est clairement pas le même genre de décor quand même. Même le mall, en fait. Tu vois, c'est un mall où il y a personne dedans. Enfin, c'est... Bref, l'ami Max Walker voit débarquer les trucs habillés n'importe comment qui les gens du futur. Les gens du futur qui viennent lui péter la gueule. Il lui pète pas la gueule, par contre sa femme meurt. De ça, 10 ans après, donc dans le futur, en 2004, Jean-Claude travaille pour une association qui s'appelle les Time Cop, puisqu'on a inventé le voyage dans le temps. Il y a une règle assez claire qui est posée plutôt efficacement et plutôt très simplement, qui est de dire on ne peut pas aller dans le futur, on ne peut aller que dans le passé, puisque le futur n'est pas encore arrivé. Ok, très bien. Et globalement, son travail consiste essentiellement, le crime principal des gens qui veulent jouer avec le passé, c'est globalement ils ont vu avec du pognon. Ils ont vu Retour vers le futur 2, ils ont vu l'almanach, ils ont fait hey, bonne idée, on va faire pareil. C'est-à-dire que t'as deux règles du voyage dans le temps dans le film. C'est effectivement on peut pas aller dans le futur. Et la même matière ne peut pas occuper le même espace en même temps. Enfin, voilà, la même matière de deux époques différentes ne peut pas occuper le même espace. Ce qui veut dire que le Julien Charpentier de 2004 ne peut pas rentrer en collision avec le Julien Charpentier de 1994, tu vois. Sinon, il se transforme en une espèce de blob dégueulasse, en numérique dégueu, pourri, de 94 où tu as l'impression que Jurassic Park n'était jamais arrivé, tu vois. Donc c'est assez, ça c'est un des trucs en fait assez du film quoi, qui est, c'est pas très joli. On est à ce moment-là, on est au début des années 90, on est encore au balbutiement de la synthèse. M'excuse, mais en fait, quand à un moment donné, tu vois deux Van Damme dans le même plan, en France, on l'avait fait avant avec Grosse Fatigue et Michel Blanc. Donc en fait, à un moment donné, faut arrêter de, tu vois, je veux dire, les dollars des Américains, tout ça, ça fait pas tout. Tu vois, on était là avant. Voilà. Donc, merde. Nous aussi, on sait faire des trucs. Grosse Fatigue, Michel Blanc. Tu vois, Time Cop, même combat. Ok, j'aurais pas pensé, mais allons-y. Écoute. Tu vois, c'est dans le film, il y a cette scène dans Grosse Fatigue où il joue deux fois le personnage. Enfin, il joue deux fois. Il y a un mec qui se fait passer pour Michel Blanc dans le film et qui fait de la merde. Tu l'as vu ? Tu fais vraiment une digression sur Grosse Fatigue. Je fais une digression, c'est pour expliquer pourquoi il y a deux fois Michel Blanc dans le même plan, comme il y a deux fois Van Damme. Mais c'est pas une question de voyage temporel. Le troisième petit truc sur le voyage temporel, parce que c'est vraiment pas, ça pisse pas très très loin hein, quand même cette affaire de voyage temporel dans Time Cop, c'est que en fait, d'ailleurs moi j'ai toujours pas compris comment ça marche, alors que j'ai quand même dû voir le film 3-4 fois dans ma vie. C'est pas autant que Justice Sauvage, hein. Tu vois, il faut pas déconner, mais malgré tout. Et c'est notamment en fait ce moment, où ils prennent une voiture du futur, donc pour aller dans le passé. Mm-hmm. Donc ils sont sur des rails avec un truc qui les propulse dans le temps. Et ils atterrissent en fait pas dans la voiture, ils atterrissent en fait dans un blob en fait temporel qui apparaît et dans lequel ils passent, tu vois, un truc en numérique quoi. Et du coup tu fais mais plan qui pour le coup à l'époque en 1994 cette espèce de déchirure du temps qui ressemble presque à un rideau qui vont traverser était plutôt très convaincant. Autant le blob était dégueulasse, autant la déchirure temporelle était assez mais jolie. Le truc c'est surtout c'est pas ça que je questionne. Ce que je questionne c'est comment où est passé le véhicule, comment ça se passe et comment voilà tu vois et en fait le film fait tu vois, voilà, ça n'existe pas les mecs. Hein, l'explication typique des scénaristes. Mais du coup, en fait, mettez pas ces règles-là, faites autre chose. C'est ça qui est étrange, en fait, tu vois, dans le truc. Ou alors, il y a des scènes coupées, je ne sais pas. Mais en fait, c'est très, très bizarre. Bon, apparemment, il y a que moi qui se pose la question. donc voilà. Mais c'est un peu comme quand je regarde Avengers Endgame et qu'en fait, il s'assied avec son intelligence artificielle, Tony Stark, et qu'il trouve le voyage dans le temps parce qu'il fallait s'y mettre à ce moment-là. Où t'as le même genre de règle où on te dit attention, il y a un bracelet qui va te permettre de revenir, mais il ne permet que de revenir, sinon il faut une machine pour le présent. Et une fois qu'ils sont qu'ils ont changé d'époque, ils disent ah ben non, faut qu'on aille ailleurs et ils utilisent le bracelet. D'accord, ça c'est dans. C'est dans Endgame ça. Donc t'inquiète, ce genre d'erreur là. Mais non, une.
Enfin, je crois, on s'en fout. Mais globalement, ce genre d'erreur, de toute façon, à partir du moment où tu parles du voyage dans le temps, tu vas toujours avoir des choses un peu étranges. Oui, mais par exemple, dans Retour vers le futur, justement, c'est le bon contre-exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'être le plus carré possible, en fait. C'est pour ça que c'est le plus grand classique parmi les classiques de tous les voyages dans le temps. Ouais, avec Terminator. Parce que c'est... voilà. Donc... toujours est-il que voilà, tu as parfaitement bien pitché le film. Merci. Tu vois, il faut peut-être effectivement expliquer les enjeux de Jean-Claude Van Damme à ce moment-là dans sa carrière. C'est-à-dire que en gros, c'est vraiment une star en devenir. Hein. Il est à deux doigts en fait de devenir Schwarzenegger ou Stallone, quoi. Ce qu'il s'amusait à répéter en interview, attention Schwarzenegger, attention Stallone, j'arrive. Je suis beaucoup plus jeune que vous, j'ai 10 ans de moins. Il y a aussi la notion de montrer que, effectivement, comme tu l'as dit, il peut pas répéter la même chose ad vitam. On en parlait déjà dans l'épisode sur Steven Seagal et sur Justice Sauvage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas, juste faire la même formule tout le temps. Toutefois, ça reste des formules en fait. Hein. Il a un particular set of skills, comme dirait Liam Neeson, tu vois. Van Damme, et c'est le grand écart. C'est ça, pour moi. Alors, il n'y a pas de roundhouse dans celui-là. Mais... on va être très franc. Je trouve que tu t'en as parlé hors antenne et je trouve que tu l'as très bien dit. Time Cop, c'est pas génial. Mais c'est le genre de film. Très bien dit ça. Non, mais tu l'as très bien dit parce que c'est le genre de film qu'on a en Blu-ray tous les 10 ans, on fait. Oh, allez, je vais le regarder. Puis on le regarde, puis on fait. Ouais, c'est quand même pas génial. Mais 10 ans après, on va quand même le remater. Pour essayer de se rappeler, parce qu'il y a quand même Van Damme dedans et tout. Et pour moi, dans le plan dont je parlais tout à l'heure, de dire, je vais aller chercher des cinéastes, je vais me diversifier. Il y a eu un problème de dosage terrible. C'est-à-dire que quand tu veux sortir des ornières du bis, ce qui est plutôt une bonne idée, t'abandonnes les brushings et les grands écarts faciaux, mon grand, parce qu'en fait... le brushing, non, mais d'ailleurs, c'est super drôle, parce que t'as une... je me réfère souvent à cette émission un peu crapoteuse, hein, pour être honnête, un peu tire-larme, là, qui était Behind Closed Doors. Alors, je sais plus s'il y a un titre français, en fait, qui était une petite série de télé-réalité avec Jean-Claude Van Damme, où en gros, il pleure une fois par émission, quoi. Donc, c'est un peu tire-larme, voilà. Et en même temps, tu le vois voyager avec ses amis russes qui lui payent des caviars beluga, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est assez, quand t'aimes bien les musculeux comme ça, c'est assez édifiant de regarder ce genre de trucs, tu vois. D'essayer de comprendre un peu le personnage, tu vois. Enfin, en tout cas, ce qu'il laisse glisser, quoi. Et dans cette émission-là, il disait à un moment donné, mais je sais pas ce qui m'a pris à cette époque-là avec mes cheveux, là, mes hair extensions, comme il dit, tu vois, c'est mes brunching et tout ça, etc. Attention, on vous prévient, on va faire l'émission en franglais, hein, c'est Jean-Claude, c'est normal, tu vois. Mais en fait, du coup, il se plaignait de ce truc-là, et c'est vrai qu'il c'est encore, putain, mais en plus, c'est n'importe quoi dans le film, parce que, en fait, bon, il est normal en 94, il a une coupe de cheveux normale, et en fait, en 2004, Dans le futur, il a la coupe du futur, il a un mulet. Donc le truc, c'est que déjà le truc était déjà un peu dépassé en 94, mais alors qu'en 2004 était clairement... Faut vraiment que je te rappelle, un mulet, c'est une nuque longue avec des cheveux courts. Là, c'est pas un mulet, c'est un brushing. Et c'est un brushing, mais il a un mulet à un moment donné à la fin. À la fin, tu vois, c'est là où c'est mal foutu aussi, c'est qu'en plus, la coiffeuse, elle a fait non, J'en peux plus. I quit. Elle s'est barrée, et du coup, ils se sont retrouvés comme des cons, quoi. Tu vois, et voilà. Mais, ceci dit, toujours, en fait, tu vois, pour bien accompagner les acteurs, toujours les mettre, en fait, en face de gens qui ont peut-être une coupe encore plus ridicule, comme un de ces gars qui vient du futur aussi, tu vois, qui est un peu le Dark Angel canadien, comme je disais, qui, lui, a une putain de coupe de douille, une tête de douille, et en fait, en plus, il a le crâne rasé sur le côté et les cheveux longs derrière. Donc ça, c'est un mulet ou c'est pas un mulet? Ça s'en a un beau. Merci. Ça, c'en est un beau. Tiens, monsieur le coiffeur de stéroïdes. Ah non, mais en fait, quand j'étais en train de regarder le film, j'ai fait, oh là là, il va y avoir le point mulet de Stéphane, c'est une obligation. Moi, quand il y a un mulet, j'en parle. Tu vois? Je vais à un moment donné, il faut le dire, quoi. C'est la coupe du cinéma d'action. faut quand même le reconnaître. C'est quand même la coupe. C'est à un moment donné, tous les gens qui ont fait un film d'action, quasiment tous, hein. Pas Bruce, mais Bruce parce qu'il perdait ses cheveux et tout, ils ont eu un mulet à un moment donné ou pas. Après, c'est discutable. Tu vois, le mulet, pas le mulet. Quoique Bruce Willis, non, il a pas eu un mulet, mais il a eu les cheveux longs dans Le Chacal, tu vois. Bah, tu vois, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est, voilà, tu vois, je veux dire, donc en fait, il y a un moment donné, c'est très important, les comment t'appelles ça, les extensions capillaires. C'est moi le coiffeur de stéroïdes. Ouais, des extensions capillaires dans le cinéma d'action, quoi. C'est important parce que ça fait, quand tu fais des gestes, ça a les cheveux qui partent, tout ça. Enfin, voilà, tu vois, Steven, il a une queue de cheval.
Un catogan. Voilà, un catogan. Steven, c'est encore autre chose. Voilà. Mais effectivement, sur celui-là, Van Damme, il était en plein dans sa transformation. Excuse-moi, je vais revenir un peu au cinéma. S'il te plaît, vas-y. Arrêtez un petit peu les cheveux. Sauf ce podcast. Et c'est vrai qu'il y a eu, comme je le disais, un problème de dosage sur tout ce qui est élément bis qu'il a laissé pour à la fois que ses anciens fans soient pas trop choqués et en attirer de nouveaux, ce qui est plutôt une bonne idée. Apparemment, c'est pas lui. C'est pas lui. Apparemment, c'est Peter Iams. Peter Iams a fait, mais on va. En fait, Peter Iams, la rencontre. Ils ont fait 2 films ensemble. Apparemment, un 3e film que je n'ai pas vu il y a une dizaine d'années là. Enemy Closer, je sais pas quoi, je l'ai pas vu non plus. Behind, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, bref, tu vois. Mais Enemy's Closer, ouais, c'est ça, je crois. Je l'ai pas vu. Mais en tout cas, j'ai vu donc celui-là et Mort Subite, qui est le film d'après, qui est vraiment le film d'ailleurs qui a périclité la carrière de Jean-Claude et qui est vraiment parti en fait en couille parce que je tiens à dire que c'est dommage, j'aime beaucoup ça. Ça n'a pas marché quoi. Mais en fait, le truc qui s'est passé, c'est que en fait, Peter Iams a rencontré Jean-Claude Van Damme et l'a trouvé absolument charmant. Et lui a dit mais il faut absolument qu'on joue sur ce côté séduisant de ta part, tu vois, sur le côté charmeur, pourquoi tu joues les badass tout le temps, etc., etc. Et donc, en fait, il faut qu'on mette tous tes atouts. Donc, ce moment-là où les mecs viennent l'attaquer chez lui, et en fait, il fait littéralement une pub pour les cuisines Schmitt, là, tu vois, en faisant le grand écart sur le plan de travail de la cuisine, là, bah, c'est l'idée de comment dire, absolument formidable de Peter Iams, quoi. Bon, c'est pas une très bonne idée. Non, mais par contre, en fait, il y a des trucs un peu plus sympas. Par exemple, donc comme tu l'as dit, le truc, c'est que le grand crime en fait des criminels qui utilisent le voyage dans le temps, c'est d'aller spéculer en fait, avec des dollars d'il y a 100 ans ou d'il y a 50 ans, etc., etc., et de se dire on va acheter des actions, des machins. Voilà. La scène d'introduction, c'est de voler de l'or de la guerre de sécession, et ensuite on passe pendant la crise de 29, qui est quand même une scène en plus un peu, elle est un peu sympa et en même temps, c'est là où tu te dis que le film il pisse pas très très loin avec son concept parce que en fait il devrait y en avoir 5 ou 6 des scènes comme ça dans le film et pas que en fait des allers-retours entre 94 et 2004 où tu fais et le futur en plus de 2004 il est génial parce que même en 94 tu disais non ça va pas être ça le futur, les mecs là, les bagnoles carrées et les c'est étonnant parce que ça permet d'arriver sur le concepteur visuel du film. C'est pas n'importe qui, très loin de là, c'est Sid Mead. Ah bon? Oui. Sid Mead a été consultant sur le film, c'est lui qui a décidé... Consultant, mais pas production designer. Non, pas production designer, mais consultant visuel, donc il s'est occupé globalement des voitures de l'espace, là, sans pare-brise, sans rien, et de la machine. Elle dénote vraiment dans le décor. Tu vois, autant quand elles sont dans un décor à la Blade Runner qui a été travaillé pour, c'est super beau. Autant là, c'est pas tant qu'elles sont pas belles. Moi, j'avoue que je les trouve assez moches, mais c'est plus personnel. Mais c'est surtout qu'elles dénotent avec un décor de tous les jours où tu fais, mais cette bagnole-là ne fonctionne pas avec ce que vous me montrez. En réalité, le problème, c'est que c'est un petit apparat supplémentaire, en fait, le voyage dans le temps dans le film. Hein. Faut être honnête, c'est un film de Van Damme. C'est-à-dire qu'en gros, ils se battent dans des entrepôts. Il se tire dessus avec des flingues et en fait il fait le grand écart et donc dans ce moment dont j'allais parler qui est le moment où il retourne pendant la crise de 29 à New York, tu vois, il se bat avec un mec qui fait de la savate, tu vois, et en gros il fait un petit geste à la Gene Kelly comme ça où il court sur le mur et en fait il retourne derrière et il éclate le mec. Ça je pense que c'est aussi une idée de Peter Iams. C'est que Peter Iams s'est dit en cinéaste, tu vois, il s'est dit, bah Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a de la grâce, qui est gracieux, etc., etc. On va lui faire c'est peut-être le Gene Kelly du karaté, tu vois. Et je pense que c'est, d'ailleurs, je me demande même s'il avait pas utilisé ce terme-là en fait à l'époque, tu vois, voilà. Et du coup, en fait, c'est ce truc-là. Sauf que Peter Iams, il te fait ce truc-là, il te dit, c'est plutôt une bonne idée. Moi, je trouve, c'est plutôt une bonne façon d'aborder le truc, tu vois. Mais il le fait une fois. Et après, le reste du temps, c'est des scènes basiques, quoi, tu vois, de baston assez. Faut être honnête, assez cheap. On a parlé beaucoup de Steven, tu vois, mais là il était au top du top. Steven dans Justice Sauvage, il envoyait péter tout le monde dans le décor, etc., etc. Il pétait des bras, des jambes, tout quoi. Là, Jean-Claude, bon bah, il distribue quelques coups de pied un peu mous quoi. C'est pour ça que je te dis que je pense que le film a un problème de dosage parce que il a plein d'éléments qui sont intéressants. Il a à la fois la volonté de faire un film d'action, un film de SF, d'avoir des retours dans le temps, d'avoir une histoire d'amour. Ça fait quand même beaucoup de choses pour un film qui doit faire 1h40 à tout casser. Bah du coup il y a quand même de gros raccourcis narratifs qui sont pas tendus au fait que ce soit mal écrit mais plus au fait que en 1h40 tout ça rentre pas, qu'il faut faire des choix, et j'ai l'impression qu'ils ont pas su faire les choix et qu'ils ont dit bon on va essayer de tout mettre et le film tient la route, il y a pas de souci en soi. Ça se regarde, c'est divertissant. Ouais. Mais en fait il y a rien qui aboutit.
parce que on survole tout. Il y a plutôt une jolie lumière, je trouve. Peter Hyams qui fait sa propre lumière. Il a toujours fait sa propre lumière. Il faut aimer les noirs enterrés parce qu'il a une passion pour le noir enterré. Hein. Il met tout sombre, tout est sombre. On rappelle ce que c'est que des noirs enterrés. C'est en gros quand tu vois quelque chose de noir à l'écran, c'est tellement noir que par exemple sur mon t-shirt, on ne verrait pas les plis. Il serait enterré, les plis, par le fait que ces noirs sont très très profonds. À l'image, on parle toujours de noir enterré ou de blanc éclaté. Les blancs éclatés, effectivement, c'est quand tes cieux, au lieu d'être bleus, ils sont devenus... Mais je dis ça parce que c'est soigné, en fait, et encore une fois, même s'il avait déjà fait, évidemment, il y a les Chasses à l'homme, l'année d'avant avec Van Damme, Cavale sans issue de Robert Hammond, voilà, ça reste des films un peu plus soignés que les films de Sheldon Lettich, tu vois. Bien sûr. Ou que Bloodsport, tu vois, ou quoi, mais... Le truc, si tu veux, c'est que donc voilà, il y avait aussi ça passait par là, le côté un peu riche de Jean-Claude, la façon, l'embourgeoisement de Jean-Claude, comme et la lumière de Peter Hyams c'est intéressante, mais cette lumière noire enterrée, elle a aussi parfois ses défauts parce que tu finis par ne plus voir ce qui se passe. C'est pas tout à fait le cas sur Time Cop, mais tu vas chercher quelques années plus tard sur Relic. Mais excuse-moi Peter, mais la lumière, je vois rien en fait, quoi. Ouais. Et je dis ça en adorant Peter Hyams. Et Relic. Et Relic, j'ai le Blu-ray. Ouais, bien sûr, ça m'étonne pas. Je le savais, je te connais. De toute façon, j'ai quasiment tous de Peter Hyams, sauf les derniers, parce qu'il... Sound of Thunder. Ouais, donc les derniers... Non, mais... donc ouais, il y a cette façon, cette volonté chez Peter Hyams, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont plutôt bien entendus, et que ça aurait pu être une vraie relation prolifique si le bid... Et là, c'est vraiment un bid de Mort Subite n'avait pas, mis un frein à leur collaboration, quoi. C'est l'époque, en fait, schnoufette de Van Damme. Tu vois, il faut le dire aussi, c'est-à-dire l'époque où il mangeait beaucoup de légumes, quoi. Parce que, et qui parlait très vite. Il y a ce moment, en fait, où en fait, de la même manière, ce qui est toujours un peu, moi, je trouve, de la même manière que tu mets une citation d'Arthur Miller devant un Steven, tu vois. T'avais cette espèce de truc où il fallait impérativement passer pour un film intello, tu vois, en tout cas plus intelligent que la moyenne du cinéma d'action. Et t'avais Jean-Claude, en fait, qui se faisait interviewer dans le journal du cinéma, je me rappelle, donc en français, dans le texte, tu vois. Et il était en train de lire un bouquin, tu vois, comme ça, avec des lunettes cerclées. Et t'as l'intervieweur qui fait « Alors Jean-Claude, parlez-nous de Time Cop ». Il fait « Oui », tu sais, et puis il baisse son bouquin comme ça, puis il garde ses lunettes pendant tout le truc. Et tu fais « Putain, Jean-Claude, non mais vraiment, tu sais pas, parce que tu vas mettre des lunettes que d'un seul coup, tu vas avoir l'air plus intelligent, quoi, tu vois. Et attention, je dis pas qu'il est bête, Jean-Claude Van Damme, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste le jeu, en fait, du truc, quoi. C'est la même chose avec Stallone qui mettait des lunettes partout, tout le temps, à l'époque... post-Rambo 3, quoi, tu vois. Désolé, dans Tango et Cash, je suis persuadé qu'il est immensément intelligent, il a des lunettes. Bah ouais, tu vois. Mais enfin, tu vois, non mais c'est ça le truc en fait, c'est que c'est un peu, t'as envie de dire, arrêtez de jouer le jeu en fait tu vois, de la presse qui vous traite de bas du front, tu vois. Et l'idée c'était c'est Jean-Claude. Faut les comprendre aussi, c'est jamais agréable quand tu lis dans les journaux que le travail que tu fais est réduit à sa plus simple expression tout le temps, quoi. Bien sûr, après, le truc, si tu veux, c'est que, en fait, j'ai envie de dire, un film, ça met 2 ans à faire, une critique, ça met 2 heures à écrire. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il devrait pas avoir cette espèce de complexe d'infériorité. En fait, c'est difficile, tu sais que j'ai travaillé pendant longtemps dans le jeu vidéo, les jeux sur lesquels j'ai travaillé ont plutôt bien marché, j'ai eu de la chance. Souvent, les histoires ont été critiquées, et je m'en occupais. Quand tu lis l'intégralité de la presse qui te dit que ton travail est pas bon, il y a un moment, tu devrais dire, ouais, mais j'en ai vendu 30 millions d'exemplaires, je devrais m'en foutre. Et en même temps, tu fais, ouais, mais j'ai bossé, quoi. Bien sûr, après, tu mets tes lunettes parce que tu portes des lunettes. Oui, ça par contre, oui. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que, et pour le coup, il devrait être un tout petit peu au-dessus de ça. Et pas forcément essayer de faire croire, en fait, quelque chose qui... Voilà, parce que après, Time Cop, c'est pas plus malin, c'est pas plus malin que Retour à le futur 2, déjà, tu vois, pour être clair, net et précis. Voilà, ça va pas, ça pisse pas super loin dans l'usage du voyage dans le temps. Fondamentalement, en fait, ça joue sur effectivement 2 temporalités, qui sont 2 temporalités, encore une fois, assez proches. Assez voilà, et toute concepteur de génie que soit Sid Mead, oui, enfin bon, après ça reste un film, encore une fois, c'est une petite valeur ajoutée sur un film d'action assez lambda en fait de l'époque, quoi. T'as quand même en fait l'usage des punchlines en permanence, tu vois, parce que bon, on va expliquer pourquoi c'est un Van Damme pur jus, quoi. T'as la scène d'ouverture.
Enfin, c'est pas la scène d'ouverture, mais je sais plus la scène où il est dans le mall. Là, une des premières fois qu'on voit Van Damme de 94. En fait, en gros, t'as cette scène où il arrête avec son pied un mec qui vole en roller, un mec qui vole à la tire comment t'appelles ça, un sac à main d'une petite vieille, dans un mall où il y a littéralement 12 personnes, dans un centre commercial, quoi. Et en fait, il lui montre le pied comme ça. Le mec, il lui dit tu peux lire ce qu'il y a dessus. Alors le mec est arrêté dans son élan. Il dit Wolverine, c'est la marque de la pompe, quoi. Et l'autre, il lui fait entre les lignes, tu vois. Et en gros, tu vas le prendre pied dans la gueule, tu rends pas le sac à la vieille, quoi, tu vois. Et ça, c'est une punchline à Jean-Claude Van Damme, enfin, tu vois, je veux dire. C'est cool. Non, mais c'est rigolo, mais en fait, si tu veux, il en fait 15 dans le film comme ça. Mais surtout qu'on en revient à une question de dosage. C'est-à-dire que la scène dont tu parles est une scène qui se passe donc dans le mall, et c'est aussi l'introduction du personnage féminin principal, qui sert à rien, quasiment à rien dans le film, hein, la pauvre Mia Sara. Qui est jouée donc par Mia Sara, et qui a une scène, en fait, où... qui est une scène assez douce, assez tendre entre un mari et sa femme qui s'aiment. C'est assez doux, assez tendre. J'ai pas dit que c'était parfait, mais c'est assez doux et assez tendre. Et t'enchaînes ça avec une punchline, avec je pète la gueule d'un gars qui fait du skate, quoi. Et tu fais, au niveau du dosage, t'y es pas. Au niveau de l'enchaînement de ta scène, t'y es pas. Parce que la scène qui en soi de tendre qui aurait pu marcher est dynamité par la punchline derrière. Et par l'ego de Van Damme aussi, faut être honnête. C'est-à-dire qu'en fait, cette punchline, c'est un truc d'ego. Il faut qu'il ait les meilleures phrases et tout. Mais il y a aussi le moment d'après où, en fait, ils vont faire l'amour chez lui. Et en fait, cette scène de cul, en fait, on voit que le fion de Van Damme. On voit que le fiac de Van Damme de toute la scène. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que tu sens bien que, en fait, c'est ce moment dont je parlais avec Rafik dans comment t'appelles ça, dans le podcast sur Universal Studios, tu sens bien que là, en fait, il s'est tourné vers Peter James, il est bien éclairé mon cul, tu vois, parce que franchement, il est très bien éclairé son cul, tu vois, enfin, faut le dire, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que tu regardes cette scène et tu fais, mais vous pouvez mettre un drap, en fait. C'est pas, pour le coup, en fait, c'est pas grave, c'est pas Basic Instinct, le film. Tu vois, donc. Vous pouvez même couper la scène, hein. Mais oui, tu vois, non, mais voilà. Donc, mais c'est parce qu'en fait, Van Damme, encore une fois, à cette époque-là, il avait cette conscience qu'il avait un public féminin qui venait le voir et que le public féminin, en fait, il voulait voir les fesses de Van Damme. En tout cas, ça, c'est comme ça que lui, s'est écrit son truc. J'imagine qu'ils ont. C'est la quadrature du cercle à lui. Il faut qu'on voit mon boule. Non, mais voilà. Mais on voyait son boule tout le temps à l'époque à Jean-Claude, quoi. Tu vois, je veux dire, donc le truc, c'est qu'il y a ces moments-là où tu te dis, bon, bah là, en fait, on est là où on est, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, et peut-être que Mia Sara, tu vois, feint un peu moins le dégoût, parce qu'on sait qu'il y avait cette histoire avec Rosanna Arquette sur Cavale sans issue, où elle avait été clairement dégoûtée par la scène de sexe et tout. Elle voulait absolument pas, tu vois, la tourner avec Van Damme, quoi. Que Van Damme s'en est vanté dans la promo, et que même elle a dit, ah bon, il a fait ça, ce gros dégueulasse, et je crois que je me suis amusé, en fait, voilà, enfin, pendant la promo de Cavale sans issue, hein, tu vois. Bonne ambiance. Ah non, mais en même temps, voilà, c'était l'ego monstrueux de Van Damme à cette époque-là, quoi, encore une fois. Et là, il était vraiment au moment où il allait devenir une superstar, et il a complètement merdé. Tu as vu ce documentaire de Fred Benubis sur, dans la peau de Jean-Claude Van Damme. Il y a ce moment, en fait, qui est, moi, je trouve frappant, où ça se situe à peu près à cette époque-là, hein, c'est-à-dire post Time Cop, juste avant Sudden Death, où en gros, il a dit, il avait un deal avec Universal en 95. Universal lui propose, je crois, 12 millions par film. 12 millions par film, ouais. Ce qui est une somme énorme, hein, à l'époque. Colossale, voilà. Qu'aurait fait de lui la superstar qu'il voulait être. Voilà. Et en fait, il refuse parce qu'il voulait la somme de Stallone, en fait. Soit 20. Voilà, soit 20 millions pour un deal de 3 films. Et les mecs lui ont répondu cette phrase que moi je trouve qui est une sentence, en fait. Hein, en gros, qui lui ont dit, ok, Jean-Claude, ça va pas être possible. Have a nice life. Tu vois. Et il a niqué son... Alors, pas que ça, hein, il a eu des beats derrière. Il y a eu Double Team qui s'est planté. Évidemment, Knock-Off, enfin, Piège à Hong Kong, qui a pas marché du tout et qui est sorti en catimini aux États-Unis. Il a continué à faire plein de films intéressants, mais par contre, il s'est fermé la porte à la gueule des grands studios. Voilà, alors que c'est un type, en fait, qui a bouffé de la vache enragée à Los Angeles pendant des années et des années. Donc, le truc, c'est que c'est assez étonnant. Moi, je pense qu'il aurait pas pu survivre en faisant que du time cop. C'est-à-dire parce que, encore une fois, je trouve ça moins
finalement, alors peut-être que c'est mon amour pour John Woo qui dit ça, ou le concept du film, ou je ne sais pas, tu vois, mais je trouve ça moins novateur que ne pouvait l'être Chasse à l'homme à ce moment-là. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais je me dis globalement... Moins différenciant, en tout cas, dans la logique. Putain, j'utilise un terme de merde de marketeux, mais moins, comment dire, tu vois, qui marque moins la différence avec les films d'avant, quoi. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une période très intéressante, parce que je trouve que Chasse à l'homme est un super chemin, mais ça peut pas être un chemin unique. Je trouve que Sudden Death est un super chemin, sauf que c'était un peu la traînée de comète des Die Hard-like. Ah oui, ouais. Moi, je trouve le film super efficace. Il est sorti après Die Hard 3, quoi. Voilà, on commence à en avoir beaucoup. Et Cavale sans issue, je trouve aussi que c'est un chemin intéressant, puisqu'il allait vers un truc un peu plus posé, un peu plus doux. Et je trouve que tous ces films-là ont un intérêt. Et honnêtement, moi, je trouve que le plus faible des 4, c'est Time Cop. Pourtant, j'adore Peter James. Mais globalement, s'il avait signé ce deal avec Universal, s'il avait 12 millions de dollars, surtout que c'était un deal pour 3 films, donc ça fait 36, quoi. Ça laisse de quoi voir un peu d'avenir quand même, quoi. Ça permet à peu de choses près d'être locataire dans un 2 pièces, tu vois. Et le gars à Los Angeles ou à Paris. Et le gars qui refuse ça, s'il avait accepté ça, des films comme Cavale sans issue, il était à l'aise dedans. Dans Time Cop, il est encore trop Van Damme, mais dans un Cavale sans issue, dans un Sudden Death, il a des, je vais pas dire des subtilités de jeu, ce serait beaucoup dire, c'est quand même pas un grand acteur, mais il est juste dans ces films-là. Ouais, il est pas juste dans Time Cop, moi je trouve. T'as raison. En fait, le truc c'est qu'il est tout le temps, avec les bras ballants. Donc il y a un truc en fait un peu quand il marche là, les bras ballants et les cuisses écartées, tu vois, comme ça quand il marche, qui fait un peu voilà. Bah il cherche. Je suis une star de bis, je dois devenir une star de premier plan. Où est-ce que c'est ? Et il sort ces phrases. En fait, le problème, c'est que les punchlines tombent à plat parce qu'il sait pas les sortir correctement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vois, il y a tout le temps un moment où il doit faire le malin, mais en fait, les phrases sont pas super bien écrites, généralement, hein, tu vois. Alors, comme je le dis, encore une fois, c'est un Van Damme. Donc, en fait, le truc, c'est que quand je dis un Van Damme, c'est qu'il faut quand même, encore une fois, rappeler aux gens. C'est pas une question. Moi, j'aime beaucoup le gars, hein, tu vois. Moi, il a aussi des casseroles au cul, hein, apparemment. Mais en fait, c'est un mec que j'aime beaucoup pour ce qu'il représente, en fait, si tu veux. J'adore, on en avait parlé déjà dans ce truc, j'adore cette phrase de Bolo Yeung qui disait il y a un Bruce Lee, il y a un Jackie Chan et il y a un Jean-Claude Van Damme, en fait, en gros, dans l'esprit, en fait, du cinéma d'action mondial, en fait. C'est-à-dire que Van Damme, les gens à Hong Kong, ils savent qui c'est. Les gens en Indonésie savent qui c'est. Les gens au Canada, ils savent qui c'est. Les gens en France savent qui c'est. Dans l'Europe, partout. En Russie. Souvenez-vous de la première saison de Sense8 où t'avais ce gars qui avait, en Afrique, qui avait ce camion Jean-Claude Van Damme, quoi. En Afrique et tout. Donc, le truc, c'est qu'en fait, il représente ce truc de manière assez évidente et c'est respectueux, tu vois. Comment dire... Mais pour autant, en fait, la problématique, c'est qu'à cette époque-là, il y avait 3 Van Damme qui sortaient par an. Alors peut-être pas l'année de Time Cop, hein, mais en fait, l'année de Chasse à l'homme, il y avait Cavale sans issue, etc., etc. Donc, il y avait à un moment donné, en fait, Van Damme a accumulé un petit peu, en fait, les projets. C'était un film par an, parce que justement, j'avais noté les dates pour m'en souvenir. De l'Impact 91, Universal 92, oui, il y en a effectivement eu 2 en 93. Avec des trucs qui se ressemblaient, en tout cas, tu vois. À une époque, on n'avait pas forcément 3 Marvel par an, quoi. Donc au bout d'un moment, ça commençait, tu te disais, ouais, il tire un peu à la ligne, quoi. Et t'as par exemple, c'est à ce moment, alors parce que c'est le futur, hein. Tu vois, donc ils vont dans un entrepôt, tu vois, parce qu'attention, c'est un film de SF, tu vois. Ils vont dans un entrepôt où apparemment, en fait, les mecs, ils stockent du comment t'appelles ça, de la cryo, tu vois, du cryogel ou je sais pas quoi, etc. Donc quand ils mettent un coup dans un truc, il y a du gel, il y a de la grosse vapeur froide qui sort et les mecs se font congeler les bras. Et ils font des puces et les puces, ça se fait dans des environnements froids et donc du coup, hop. Non, c'est pas hyper cohérent en fait. Tu vois, et je veux dire, ils mettent un kick dans le truc, alors c'est hyper étanche parce que dès que tu mets un kick, en fait, d'un seul coup, t'as la vapeur glaciale qui sort et en fait t'as un mec qui se fait congeler le bras. Du futur, soit c'est Jean-Claude Van Damme qui met des kicks, c'est normal qu'il casse tout. Non mais voilà. Donc en fait le truc, si tu veux, c'est que c'est avec des scènes d'action, voilà, il va mettre un coup de latte dans le bras, le bras va se péter, et puis il a une punchline à la con du genre je sais plus, mais en fait des trucs où l'année d'avant t'avais la Station Hero qui se foutait de la gueule de ces trucs là. Donc il y a un moment donné en fait où t'étais en train de dire oui, vous avez un train en retard en fait là-dessus, quoi. Et quelques années après, il y a eu ce grand classique qui est Batman et Robin qui a fait toutes les meilleures blagues sur le froid. Donc ouais, puis en fait, alors pour le coup, il a vraiment pas suivi son propre exemple en fait, Arnold, quoi, parce qu'il ne parle que comme ça dans Batman et Robin. Mais voilà, donc en fait il y a tous ces moments là, machin. Il y a un truc que j'apprécie en fait éventuellement dans le film que je trouve plutôt intéressant. C'est que tout l'enjeu du film, en fait, c'est de revenir à ce moment charnière, en fait, de la scène d'ouverture du film,
qui est que, en gros, la maison de Van Damme explose, sa femme meurt, et il va vivre 10 ans avec la possibilité, enfin, potentiellement la possibilité de pouvoir changer ça et ne jamais le faire parce que, en fait, sa rectitude, tu vois, morale de flic, en fait, l'empêche d'utiliser le temps à son propre avantage. Tout en faisant que c'est du coup quelqu'un qui oublie de vivre, c'est-à-dire qu'il vit totalement avec ce fantôme du passé, voilà. Et donc, en fait, il est toujours coincé en 94. Voilà. Bon, c'est pas du Shane Black, hein. Faut pas déconner non plus. Non, mais il y a des intentions. Voilà. Et le truc, c'est que ce que j'aime bien, c'est cette espèce de notion un peu Hitchcockienne de revenir dans la maison à la fin et de jouer en fait les enjeux là-dedans, en fait, si tu veux, et de voilà, c'est plutôt bien vu. Je pense que ça, c'est un peu du Peter Iams aussi. C'est-à-dire, parce que ça reste quand même un cinéaste qui a un background cinéphile. Ça reste un très très bon cinéaste. Il a fait plusieurs films. Moi, je suis toujours mitigé. On avait fait un podcast avec Rafik sur La Nuit des Juges. Qui est super. Et je trouve à la fois le podcast et le film. Ouais, je trouve que c'est un cinéaste un peu limité en fait par le fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dynamisme en fait qui se fait au montage en fait avec lui, beaucoup d'aplats en fait dans la mise en scène, dans cette façon de, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs axes en fait, les axes, s'il y a un ou deux axes en fait utilisés, c'est des axes qui sont à peu près dans le même sens parce que tu sens que lui il est un peu pétrifié à l'idée de péter la règle des 180 degrés et que en gros si tu lui fais non, tu vois, je vais tout filmer sous cet angle-là et en fait si je mets une deuxième caméra, tu vois, qu'il prépare lui-même, hein, puisqu'il est chef op et tout ça, etc., en fait, avec son équipe, quoi, bah, en fait, il va l'axer à peu près dans le même truc, et ce qui fait que bah, le dynamisme, en fait, il passe sur des petits jump cuts, tu vois, au montage, quoi. Et bon, je trouve que c'est ce qui rend le film un peu mou. C'est-à-dire que, en gros, alors, ça permet d'avoir des petits raccords, tu vois, notamment sympathiques, tu vois. Enfin, quand, par exemple, Van Damme attrape un grand classique hein, du cinéma, de chorégraphie, d'arts martiaux et tout, où il prend une serviette et il enroule le bras du mec, il le tient, et en fait il lui balance un kick par-dessus le bras avec sa jambe, quoi. Et là t'as un chouette raccord, tu vois, dans l'axe avec le coup de pied, quoi, ce qui dynamise un peu la situation, quoi. Petite méthode à l'ancienne, quoi. Mais par exemple, dans la scène de baston, en 1929, ça se perd un petit peu, je trouve, en fait, dans les moments où il met les kicks comme ça, parce que, en fait, tu sens que, ouais, la scène n'était pas hyper travaillée là-dessus, et que, voilà, quoi. Et qu'en fait, c'est le montage qui joue un peu, voilà. Il y a beaucoup de coups de pied dans les couilles aussi. Dans celui-là, non? Au moins 2 ou 3. Ouais, enfin, je sais pas, tu sais, étant donné je t'ai cueilli un peu avec cette en ce moment, on a fait un cigale, on fait un Van Damme. Ouais. Bon, bah, le fait qu'il ait coupé dans les valseuses. Oui, c'est vrai, parce qu'à la fin de Justice Sauvage, t'as carrément le mec qui dit mes couilles, tu vois. Mais bon, voilà, en fait, le truc, c'est qu'il y a cette espèce de, comment dire, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est les films d'action de cette époque-là, quoi. Tu vois, c'est bref. Mais ouais, moi, je sais pas. C'est vrai que je pense que Van Damme est plutôt fier de son film. Il avait l'air de dire à l'époque, il disait c'est le premier film dont je suis vraiment fier, même si aujourd'hui, il sauve beaucoup plus facilement Bloodsport. Mais ça c'est aussi ça peut se comprendre, c'est-à-dire que comme on l'a dit, c'est soit le premier, soit le deuxième film à avoir passé la barre des 100 millions au monde, ce qui à l'époque était un énorme succès. On passait dans l'énorme succès quand on était à 100, c'est l'équivalent d'un 250 ou d'un 300 aujourd'hui. Je parle pas en termes d'inflation, mais plus en termes de prestige. Quand tu passais la barre des 100, c'est que t'avais réussi. Passer la barre des 100 aux États-Unis, t'étais le roi du pétrole, mais ça c'était très très rare. Et donc c'est normal qu'une star qui est en train de grandir soit hyper fière du film qui a été son plus gros succès. Maintenant, 30 ans ayant passé, tu t'aperçois bien que les films dont les gens reparlent volontiers, c'est Bloodsport, c'est Chasse à l'homme, c'est moins Time Cop. C'est moins Time Cop, mais moi j'ai l'impression qu'il a ses fans. Enfin, les gens dans les commentaires vont nous le confirmer ou pas, mais ce qui est normal aussi, c'est-à-dire que c'est globalement, c'est là depuis tout à l'heure, toi et moi, on est très dur, mais c'est parce qu'on a dit c'est pas génial, mais c'est pas nul. Non. Ça se laisse regarder, c'est pas désagréable. Ouais. Il y a des petits acteurs sympas, genre Bruce McGill. C'est toujours sympa de voir Bruce McGill qui, attention, n'a pas sa moustache. Ça lui arrive souvent, mais par contre, ne joue pas de traître, ne joue pas de salopard. Et là, moi, ne baisse pas la femme de Jean-Claude, contrairement à sur une échelle de doigts ou un truc comme ça. Voilà, tu vois. Son dernier Samaritain. Et effectivement, quand tu vois Bruce McGill arriver à l'écran, tu fais quand est-ce qu'il va le trahir? Et il le trahit pas, dis donc. Eh ben, c'est super. Incroyable. Incroyable. Mais la question est posée. La question se pose. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le doute est en toi par le fait qu'on a casté Bruce McGill. Voilà, mais on n'a pas parlé du méchant. Ron Silver. Ouais. Qui probablement joue le méchant là-dedans parce qu'il avait joué le méchant dans Blue Steel. Sans doute, puisqu'il fait globalement le même rôle à peu de choses près. Ouais, c'est un foireux hein, dans Blue Steel. Hein. Oui, mais c'est un col blanc, c'est propre sur lui. Là, c'est le sénateur McComb.
Sénateur McComb, et alors c'est assez marrant parce que ça fait partie, je pense, des petits problèmes du film, en fait, c'est que, en fait, t'as l'impression que c'est pas le même perso entre 94 et 2004. C'est-à-dire qu'il passe son temps à s'engueuler lui-même. Il passe son temps à dire, mais t'es vraiment un trou de balle, je me rappelle de toi, t'avais plus de couilles. Enfin, c'est des trucs comme ça, et tu fais, bon, bah, ok, tu vois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un sénateur débutant, il est encore innocent, et 10 ans plus tard, il est candidat à la présidence. Il est innocent, il est déjà en train de se lécher les babines, quand l'autre, il est en train de lui expliquer qu'avec le voyage dans le temps, il va falloir réguler le voyage dans le temps. Parce que en fait les gens on peut se faire du pognon comme ça, et lui il était déjà en train de se dire je vais gérer ça parce qu'en fait moi je vais aller faire du pognon comme ça. Et d'ailleurs tout l'enjeu du mec c'est de financer sa campagne pour devenir président en fait. Voilà. Parce que déjà à l'époque alors qu'il va finir en flaque de merde là tu vois en blob flaqueuse de glace. Mais et moi j'ai jamais trop aimé Ron Silver, j'avoue, comme acteur. C'est pas non plus mon acteur préféré. Il fait le job et il a une tête suffisamment castable en tant que bad guy en fait, parce que c'est toujours pareil, en tant qu'acteur tu sais pas ce que tu dégages. De toute façon personne sait ce qu'il dégage par rapport aux autres. Tu finis par l'apprendre avec le temps, et ça veut donc dire que il y a un nombre de rôles que tu peux faire, un nombre de rôles que tu peux pas faire. Je veux dire, Ron Silver dans le rôle du fielleux, ça marche. Ouais, parce que c'est pas un peu le Dark Angel propre, le film, tu vois, sans trop d'injures, sans trop de violence, sans trop de, tu vois, sans trop de Dark Angel, quoi, en fait. Si, parce que t'as un espèce de Dark Angel canadien au milieu, quoi, tu vois, voilà, bon, qui a pas le rôle principal, hein. Mis à part Jean-Michel avec sa touche pourrie, là. Ouais, voilà. Non, puis c'est se met le compenser et tout, tu vois. Non, mais je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu la façon de traiter la SF aussi. Sans vouloir, je fais pas que un bon mot sur le fait que ça ressemble à Dark Angel, voilà, c'est que la SF de Dark Angel, c'est pareil, c'est pas du Cameron, quoi, tu vois, c'est pas, enfin, faut pas déconner non plus, quoi, tu vois, il y a pas des grands concepts et tout, quoi. C'est pas du Cameron, mais je trouve que la SF de Dark Angel est mieux intégrée. C'est, ouais, encore. C'est-à-dire que vraiment, là. Parce qu'il a un compact disque. Il a un compact disque tueur, déjà, ouais, voilà. Qui est aimanté, absolument incroyable, quelle belle histoire. Et là, je trouve que vraiment, c'est probablement l'un des futurs les moins convaincants. Alors, comme tu l'as dit, aujourd'hui évidemment on est en 2024, donc quand on voit leur 2004 c'est un peu rigolo, mais dès 94 tu fais mais ça va pas être comme ça dans 10 ans, on le sait très bien les gars, quoi. Ouais, puis enfin je sais, enfin tu vois il y a peu de choses, tu vois, vraiment. Je veux dire, quand on avait 8 ans et qu'on regardait des dessins animés, on se disait ouais, quand on sera grand en l'an 2000, on aura des voitures qui volent et des robots et de l'intelligence artificielle. En 2024 on n'a toujours pas les voitures qui volent, et l'intelligence artificielle on s'en sert pour tuer les emplois. Donc bref, on n'est pas encore complètement là où il faut. Mais globalement, dès 94, c'est pas ça le futur, les gars. On sait très bien que ces voitures-là, elles seront pas là en 10 ans, quoi. C'est pas Blade Runner dans le sens où, effectivement, enfin, moi, Blade Runner, je me rappelle que le truc qui m'avait vraiment scié, en fait, c'est que la première fois que j'ai vu, je me suis dit, ah oui, ça, c'est le futur. Ça ressemble au futur. C'est possible. On a passé 2019 aussi, et pourtant quand tu regardes Blade Runner aujourd'hui, tu peux presque encore dire c'est le futur, alors qu'il y a écrit 2019 à l'écran. Mais pas de problème, tu vois, ça marche. Et en fait, parce qu'il y a une création d'univers qui est extrêmement crédible. Là, effectivement, c'est vraiment le parent pauvre, je te dis. Enfin, ils finissent encore une fois à se foutre sur la gueule dans des entrepôts, et voilà, bon, dans une chouette baraque, un peu, comment dire, un peu travaillée, un peu à l'ancienne et tout. À la fin du truc, quoi, mais avec et en fait avec aussi l'autre truc de Peter Hyams, si tu veux, c'est que toi tu dis c'est un très bon cinéaste et tout. Moi je trouve aussi que c'est un mec qui il y a le cinéaste en fait visuel, bon, qui fait des films à peu près soignés, ça c'est vrai, mais il y a aussi le cinéaste comment dire finalement réflexif, tu vois, celui qui se pose des questions sur ce qu'il doit tourner et comment il doit le tourner. Et là, je trouve qu'il est quand même un peu moins, tu vois, talentueux. Par exemple, il reprend des scènes de Die Hard à la fin, tu vois, quand la nana, elle tire à travers, c'est d'ailleurs son seul fait de gloire à Mia Sara, c'est la seule chose quoi elle sert en fait dans le film, la pauvre, quoi. C'est qu'elle tire à travers le plancher enfin pas le plancher, mais à travers le toit du truc pour tuer un gars dans les couilles. Donc encore une fois, comme Die Hard en fait, quand il tire à travers le cycle Nakatomi sur la table, tu vois. Donc c'est des trucs où tu sens que en fait, il s'est tapé 5 films d'action avant, il s'est dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je considère qu'être un bon cinéaste, c'est aussi savoir correctement, enfin bien plus que correctement raconter son histoire. Et, oui. Est-ce que c'est le plus grand formaliste du monde? Pas du tout. Mais moi, entre La Nuit des Juges, Outland, qui est formidable, Capricorn One, qui est super, 2010, qui est une suite extrêmement sous-estimée, vu que c'est la suite d'un film qui est tellement un monument qu'on le juge à l'aune du monument, mais en fait, c'est un
très bon film 2010 et je continuerai à le défendre jusqu'à la mort. Hein. Et contrairement à toi, moi j'aime beaucoup Le Seul Témoin et Présidio. Donc moi j'aime vraiment Peter Hyams parce que je trouve qu'il fait des histoires qui sont ramassées, bien racontées, où je m'ennuie jamais. Mais tu as raison, ceci dit, sur un truc qui aurait pu être un peu embrouillé en fait avec les voyages dans le temps, tu vois, c'est relativement bon, c'est pas encore une fois, il y a pas de quoi se faire des nœuds dans le cerveau, mais en fait c'est relativement bien raconté. On sait à peu près où ça se passe, comment ça se passe et à quelle époque on est. Et voilà, tu vois, tout ça c'est grâce, c'est à ça que ça sert le brushing de Jean-Claude. Tu vois, je pense qu'on peut le dire. Tu vois. Je pense que en fait c'est pour marquer la distinction. Il y a le Jean-Claude brushing, le Jean-Claude pas brushing. Et le Jean-Claude brushing c'est 2004. Il est triste. Et Jean-Claude pas brushing, en fait, il est tout jeune et tout amoureux. Est-ce qu'après le générique de fin, du coup, il se recoupe les cheveux maintenant qu'il est de nouveau heureux? Je ne sais pas. J'espère. En tout cas, j'espère que sa femme va lui dire, parce qu'en fait, il y a des moments, en fait, quand elle le retrouve, en fait, avec la coupe de douille, là, tu vois, elle lui dit, mais je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, comment va ta vie? Il y a un problème. Tu enlèverais ça du contexte de la narration, tu te dirais, en fait, elle se plaint de ses cheveux, quoi. Tu vois, c'est ce qui, je pense, est un double sens, tu vois. Il y a un moment, elle finit par comprendre, elle lui dit, mais je suis morte, en fait. Et peut-être que c'est juste le brushing qui crée ça en elle. Ouais. Elle se dit, ce mec est désespéré, c'est pas possible autrement. C'est un film qui est bien raconté. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Time Cop, donc gros succès. C'est d'ailleurs, en fait, les producteurs ont voulu très très vite lancer la collaboration derrière sur Sudden Death, hein. Sudden Death a mis un peu plus de temps à sortir pour le coup parce que justement, à mon avis, il était coincé dans l'été 95. Finalement, il est sorti à Noël. Il était coincé entre deux autres Die Hard like, quoi. Enfin, t'avais littéralement Die Hard 3, tu vois, qui était la patron. Donc voilà, mais qui en plus avait décidé de péter la formule en fait, donc en fait a vraiment cassé le moule et partir sur autre chose. C'est pour ça que c'est le patron, voilà. C'est parce que McTiernan c'est le patron. Voilà, parce qu'il a bien vu qu'il y avait eu 15 films comme ça, que ça le saoulait de faire la même chose, quoi. 15, t'es gentil. Voilà. Et ensuite, il y avait Under Siege 2, qui était pour le coup un énorme succès, le premier. Et du coup, il y avait des attentes énormes sur Under Siege 2, qui n'ont pas été récompensées, mais c'était un autre Die Hard-like, quoi, un autre Die Hard Exploitation, quoi. Donc ils se sont dit, bon, on va entendre un petit peu. Voilà. On fera peut-être un épisode un jour sur Sudden Death, hein, ça peut, hein, tu vois, pourquoi pas, tu vois. Je pense après qu'il a un peu les mêmes soucis, en fait, finalement, que Time Cop, parce que ça reste un film d'action lambda, je trouve. Mais on en parlera à ce moment-là, qui sait, tu vois. Voilà, donc on a choisi Time Cop parce que c'est les 30 ans. Et puis que bon, voilà, ça reste c'est ses 30 ans, c'est clairement pas le meilleur film de Van Damme, c'est clairement pas non plus le plus mauvais. C'est juste que dans cette période-là, en ce qui me concerne, je trouve que c'est l'un des moins bons, mais c'est pas pour autant que c'est l'un des moins intéressants. Ouais. Il y avait aussi cette période de transformation, en fait, pour lui, en termes vis-à-vis de son public. J'ai l'impression que son public, il rajeunissait beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, si tu cherches sur Internet, il a fait beaucoup, beaucoup de promos à cette époque-là. Et une des promos qu'il a faites, c'est, au Club Dorothée. Tu vois, pour vendre le film, quoi. T'as vraiment des souvenirs parfois incroyables. Mais tu cherches sur Internet. Hein? Je m'en rappelle. Tu vois, il s'en rappelle parce que lui, à 12 ans, il s'est dit, putain, je vais aller voir Time Cop, ça va vachement bien et tout, tu vois. Et il avait pas encore vu Terminator, tu vois. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, ça va me ramener à une belle anecdote. Tu disais, il allait faire Street Fighter, pourquoi? Mais en fait, il allait faire Street Fighter pour ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, au-delà du cachet qui était assez énorme, apparemment, c'était 8 ou 9 millions de dollars à l'époque, il a accepté de faire ça parce que c'était une grosse licence populaire du jeu vidéo. Que les gosses en fait allaient savoir ce que c'était, qui jouait quand même un des persos principaux, quoi, même si c'est un film d'ensemble, quoi. Et moi je me rappelle très moyennement, hein, ça reste un Van Damme, hein. Ouais, enfin après je sais pas combien de persos dans ce film, quoi. Ouais, mais t'as pas grand monde qui va lui faire de l'ombre, tu vois. C'est parce que globalement quand tu penses à Street Fighter, tu penses à Ken et Ryu. Les deux tétards qui jouent Ken et Ryu, je sais même pas qui c'est. Byron Man. Si tu veux. Quoi? De quoi? C'est pas grave. Byron. Ah, Byron. Ah oui, Byron Man, c'est Byron Man, ouais. J'avais compris Iron Man, de quoi il parle. Oui, c'est Byron Man, ouais, c'est ça. Non, mais il y a ça, et il y a, et moi, ça me rappelle, et je vais peut-être finir sur ça, tiens. Sauf si t'as des choses à rajouter après sur Time Cop, mais à l'époque, je traînais dans un vidéoclub avec des bons copains qui le tenaient et tout, quoi. Et on avait un client qui s'appelait Monsieur Leuillet, qui était un vieux monsieur, tu vois, qui se tapait tous ces films-là. Et en fait, comme il était un peu fou, il parlait devant les gens, en fait, si tu veux, et Time Cop venait de sortir en vidéo, et donc il était devant la cassette, et en fait, il était en train de hurler sur la cassette tout seul, et il disait, ouais, tu m'as déçu, Van Damme, t'as fait un film pour les petits Mickey, tu m'as déçu, comme ça, il était en train de s'exciter, et nous, on le regardait, on se disait, putain, mais qu'est-ce qu'il a? Il venait de sortir de Street Fighter. Tu vois, et en fait, il était, mais vénère.
Et on lui disait qu'est-ce qui va pas, monsieur Leuillet et tout. C'est Street Fighter, de la merde et tout, c'est pour les Mickey. Bref, voilà, il a déçu son premier public. Bonjour monsieur Leuillet. Voilà. Je pense qu'il est plus là, le pauvre. Je ne sais pas. Voilà, mais il se tapait tous les films d'action comme ça, tu vois. Ah, mais c'est très, très, très bel endroit sociologique, le vidéoclub. Mine de rien. De toute façon, c'est peut-être un très bel endroit. C'est dommage qu'il n'y en ait plus, ou qu'il n'y en ait plus qu'un seul dans notre ville. Ou deux, et à peu près autant dans d'autres villes, voire zéro. Et oui, donc Time Cop, film mine de rien important dans la carrière de Van Damme, puisque son plus gros succès. Tiré d'un comics, on l'a pas dit, que personnellement je n'ai pas lu. J'ai pas lu, non, mais en plus je pense pas que ça pisse très très loin. Enfin, j'ai pas l'impression de ce que j'en avais vu un peu tourner, quoi, tu vois. Et le film a eu un tel succès ils l'ont transformé en série télé. Il y a Time Cop, la série télé existe, monsieur. Alors ça a duré moins d'une saison. Donc autant dire que Jason Scott Lee. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu la série en question. Si, moi j'ai vu Time Cop 2. À l'époque, il y a eu des DTV en derrière. DTV, et c'était avec Jason Scott Lee, mais ça suit quasiment pas. Je crois que c'est. Alors franchement, je me rappelle plus du film, hein, mais je crois que c'est un pseudo remake, tu vois, un peu déguisé avec 4 trucs de plus, quoi. Jason Scott Lee, un jour, faudrait qu'on fasse un petit story sur ce monsieur parce que quand même. C'est vrai. Et puis une dernière petite anecdote rigolote. Donc nous avions parlé dans Justice sauvage de la présence de Juliana Margulies, qui est devenue une actrice extrêmement célèbre derrière dans Urgence. Et dans celui-ci, nous avons Gloria Robin qui joue un des rôles, en gros le rôle de la sidekick de Van Damme. Ouais, mais ouais. Sidekick traîtresse. Oui. Ouais, oui. Attends, comment on spoil. Et qui quelques années plus tard deviendra très célèbre en jouant un des rôles récurrents dans Urgence. Donc autant dire qu'en fait, sans le savoir, on est en train de faire le Urgence Cinematic Universe, mon gars. Avec Jean-Claude et Steven. Eh oui, et ça, faut y arriver. Je ne sais pas, on n'a pas encore prévu un prochain épisode, toi et moi. Non. Est-ce qu'on ferait Jason Scott Lee pour mais je te dis ça, mais je sais même pas quel film en fait. C'est ça, donc, c'est dans quel film tu veux faire ça? Dragon, tu vois, l'histoire de Bruce Lee, mais c'est pas très bien. C'est pas mal. Hein? Soldier, mais Soldier, c'est le méchant. Ouais. Non, mais voilà, Rapa Nui. Ah, Rapa Nui. Mais alors va le voir, celui-là, faut le trouver maintenant. J'ai le Blu-ray, moi. Ah, t'as le Blu-ray. De Warner Archive. Ah, voilà, c'est ça, tu vois. Rapa Nui qui était pas super, hein, dans mon souvenir. Mais toi, t'aimes bien. Alors, dans mon souvenir, j'aime beaucoup déjà. J'ai acheté le Blu-ray, mais je l'ai pas revu. Non, je l'ai pas encore vu. Mais c'est parce que ça on fait une digression, mais globalement, c'est un de ces films qui, comme on n'en fait plus, à savoir des films d'aventure tournés dehors. C'est ce truc incroyable de dire « Oh, t'as vu, c'est l'histoire de quelqu'un qui saute dans la mer, on va tourner ça au bord de la mer. » Voilà. Ça se passe sur l'île de Pâques. Ça se passe sur l'île de Pâques, voilà. et ne serait-ce que ça fait C'était un des intérêts du film, en fait. Ah bah quand tu vois le film, tu sens bel et bien que ça a dû être un tournage très compliqué. Kevin Reynolds, juste avant Waterworld. Très bien. Une petite digression pour finalement dire, on verra. Ça sera peut-être pas Jason Scott Lee, ça sera peut-être un autre musculeux, on verra. On verra, ça sera peut-être pas un musculeux. De toute façon, on change tout le temps. Bah voilà, on change d'avis, on change de. Voilà. Merci monsieur Julien Charpentier. Merci à toi. Merci monsieur Alain Mercier à la technique. Voilà. Merci à vous. Qui quand même en fait. Tout le monde se remercie. Bah merci à tous. Allez hop. Ouais. Non mais qui quand même me confirme qu'en fait je suis pas fou et qu'il avait vu lui aussi au Club Dorothée l'apparition de Jean-Claude Van Damme qui venait vendre son film, quoi. Donc vendre Time Cop, quoi. Donc merci. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez. Comme d'habitude en fait pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee, sur Patreon, sur KissKissBankBank. Toute aide est la bienvenue, donc y compris de partager, mettre des étoiles en fait sur les applis de podcast, tout ça pour qu'on soit un petit peu remonté. On dirait Clémence. Voilà, enfin on dirait Clémence, tu fais ça. On dirait Clémence, mais tu sais pas ce que je l'entends en fait. Et du coup, les gestes restent, quoi, tu vois. Je me dis tiens, il faut que je fasse comme elle, tu vois. Elle le fait si bien. Tu vois, donc voilà, et merci, tu m'as coupé, voilà, donc maintenant je dis au revoir à tout le monde, je vais faire comme tu fais d'habitude, et je vais dire allez, merci pour tout et à bientôt, voilà, salut.